Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir de modérer cette session du Studio Forum, accompagné d'Olivier Maupin et d'Audrey De Jong autour d'une thématique qu'on rencontre honnêtement quasiment tous les jours dans tous les blocs opératoires de France, qui est-ce qu'on doit, tout le temps, de temps en temps, extuber nos patients en salle d'intervention ou en salle de réveil? Un débat, j'ai envie de dire, un peu vieux comme l'anesthésie, et on va essayer d'y apporter un certain nombre de réponses. Donc un débat qui j'imagine va être engagé, mais je vous demande de rester courtois et courtoise. Et puis on en aura à l'issue des deux présentations un temps de discussion et d'échange, et je suis à peu près convaincu qu'on arrivera à en tirer des positions communes et raisonnables. Je cède la parole tout de suite à Audrey. Audrey, le conseil scientifique t'a demandé de tenir la position de l'extubation du patient en salle de bloc opératoire. On écoute tes arguments. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci au conseil scientifique de la SFAR de m'avoir invité. Donc, je travaille au CHU de Montpellier et je vais donc vous parler de l'extubation en salle de bloc opératoire. Bien sûr, je suis pour l'extubation en salle, je ne vois pas comment il peut en être autrement. J'attends avec impatience les arguments, on verra. Donc, quand on regarde les recommandations officielles de l'ASFAR, justement, c'était des RFE qui avaient été faites en 2017. Là, on voit la publication dans la CCPM en 2018. On n'a pas de recommandations sur le lieu de l'extubation. Et pourtant, l'extubation, c'est quand même quelque chose de très très important. On pense souvent aux complications des voies aériennes lors de l'intubation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les complications liées aux voies aériennes lors de l'extubation. Et ça, effectivement, on le sait depuis longtemps, puisqu'on avait cette étude d'Azaï en 1998 qui comparait l'incidence des complications qui survenaient pendant l'induction de l'anesthésie, où on était autour de 4,6%, et les complications qui survenaient ensuite lors de l'extubation, qui était à 12,5%. Donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas plus craindre le moment de l'extubation que le moment de l'intubation, et donc de se donner toutes les chances pour diminuer ces complications? Donc un exemple, on a Sandra qui est infirmière anesthésiste, elle pourrait ne pas l'être, et parce qu'en salle de réveil, c'est pas toujours le cas en SSPI. Et donc elle a cette dame avec un surpoids et elle se demande, mais qui est cette dame que je découvre là et qui tousse? Est-ce qu'elle avait un estomac plein à l'induction? On ne me l'a pas dit, c'était lors de la relève, on est assez vite parti. Est-ce qu'elle est décurarisée ou pas? Et elle tousse, elle commence à être un peu bleue. Bon, il faut que je prenne une décision, la rendormir, l'extuber, qu'est-ce que je dois faire? Donc ça, c'est des situations classiques en SSPI lorsqu'un patient arrive intubé, qu'on rencontre malheureusement tous les jours. Et justement, la SFAR a également fait des RFE en 2018 sur la curarisation et la décurarisation. Et elle précise bien qu'il faut éviter la curarisation résiduelle et donc le plus souvent décurariser en l'absence de contre-indication nos patients. Et Sandra regarde autour d'elle, elle ne sait toujours pas si son patient est décurarisé. Elle voit qu'il y a beaucoup d'autres patients qui sont arrivés, d'autres patients à extuber également, des attachés de recherche qui attendent des informations. Et elle, pourtant, son urgence, c'est cette dame qui commence à être un peu hypoxémique avec une légère couleur bleue. En parlant de ça, l'hypoxémie, on a Emmanuel Futier qui nous a beaucoup parlé de POP ventilation avec Samir Jaber. Ils ont même publié un article dans le New England Journal of Medicine en 2013 où ils disent bien qu'en opératoire, il faut faire une ventilation protectrice pulmonaire et ça comprend une triade, petit volume, PEP et manœuvre de recrutement. Pourquoi? Pour éviter le dérecrutement alvéolaire. Et récemment, il y a eu une étude en anesthésiologie en 2021 qui justement, dans cette perspective de POP ventilation du pré au post-opératoire, d'éviter le dérecrutement alvéolaire, comparait deux façons de faire avant d'extuber le patient, le passer en aide inspiratoire ou au contraire le déconnecter complètement et le mettre classiquement au ballon en ventilation spontanée. Il faisait une belle évaluation échographique et il montrait qu'il y avait moins d'antélectasie dans le groupe aide inspiratoire que dans le groupe contrôle. Donc effectivement, si on veut éviter ces fameuses atélectasies qui sont ensuite le lit de complications pulmonaires post-opératoires et donc de mortalité, il vaut mieux ne pas débrancher nos patients du ventilateur. Là, ce patient qui arrive en SSPI, c'est une vraie photo malheureusement. Effectivement, il est branché au ballon, complètement déconnecté, il est allongé sur le dos, il a eu un transport où souvent la sonde d'intubation est restée toute seule connectée à rien du tout. Et donc là, on peut se dire que la POP ventilation, elle en prend un coup et qu'on est plutôt dans l'atelect ventilation si on extube le patient en SSPI.
Et justement, un autre avantage d'extuber le patient au bloc opératoire, c'est la durée de sédation. On peut penser que si on sait qu'on va sortir notre patient en SSPI, on va le laisser endormi plus longtemps parce qu'il ne faut pas qu'il se réveille pendant le transport parce qu'il y aurait des risques d'accident. Et ensuite en SSPI, le temps justement que le personnel soit disponible pour l'extuber, souvent on le laisse longtemps. Or on sait que la diminution de la durée de sédation chez les patients chirurgicaux, c'est associé à un meilleur pronostic du patient. Pendant ce temps, on a vu Sandra qui était en SSPI, mais on a Philippe qui lui est en salle de bloc, en salle de radiologie interventionnelle pour le coup. Et lui il est content, il s'est dit une affaire rondement menée, je l'ai accueilli, intubé, surveillé, réveillé puis extubé. Tout cela le plus vite possible, j'ai optimisé mes doses de sédation, d'analgésie, de curarisation. Vraiment je fais un beau métier, je suis satisfait d'arriver à ce résultat avec mon patient. Alors pendant la pandémie à Covid, on a eu beaucoup de modifications des pratiques. Au début, ce n'était pas trop formalisé, on a vu avec les RFE de la SFAR. Et pendant la pandémie, il y a eu des recommandations qui étaient faites par Lionel Velli et Marc Garnier qui justement disaient qu'il faut extuber en salle d'intervention. Et au décours de la pandémie, il n'y avait aucune recommandation sur le lieu d'extubation qui persistait. Donc devant cette incertitude en suivant la pandémie Covid, alors qu'on avait été de nouveau habitué à extuber en salle de bloc, après on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en extubation en salle de bloc ou est-ce qu'on passe à l'extubation de nouveau en SSPI un peu mélangé comme on faisait avant? Donc ça a été le travail d'une thèse à Montpellier. Sur la photo, vous voyez Morgane Fabrizi qui a fait sa thèse là-dessus. En combiné avec Clermont-Ferrand, elle a envoyé Charlotte Vagef qui ensuite a fait cette thèse, tout ça encadré par Thomas Godet. Justement, le critère de jugement principal, c'était est-ce que le fait d'extuber le patient en salle d'intervention, ça augmente le temps d'intervention et donc ça fait occuper la salle un peu plus longtemps qu'extuber en SSPI. Donc le rationnel était le suivant. L'extubation en SSPI, on a fait notre ventilation protectrice, la POP ventilation. On n'extube pas le patient et on le déconnecte du ventilateur, on le transfère avec une PEP à 0, une FiO2 à 100%, et lorsqu'on l'extube, il y a une IDE, un MAR. Souvent on a la chance d'avoir une IADE, mais pas toujours malheureusement, et on a un matériel qui est mutualisé, donc moins disponible. Par contre, lorsqu'on extube en salle de bloc, on a un IADE, un MAR souvent, au moins un MAR, au moins un IADE qui est dédié au patient, qui a suivi le patient depuis le départ. Le patient est ensuite transféré tranquillement sans aucun risque et ensuite il arrive en SSPI. Est-ce que la durée du temps d'occupation de la salle de bloc opératoire est beaucoup allongée justement lorsqu'on extube notre patient en salle de bloc versus SSPI? Pas tant. Sur les 756 patients inclus dans l'étude Extubloca, 65% extubés en salle d'intervention. Finalement, on perdait 7 minutes 5 après ajustement sur tous les facteurs confondants. Il y avait une méthode statistique élaborée utilisée. Donc c'est quand même pas énorme quand on voit tous les bénéfices que ça peut apporter. D'autant plus qu'on observait de façon concomitante moins de temps passé en SSPI et de façon globale au bloc opératoire, moins de temps passé par le patient dans le bloc. Il n'y avait pas que ça. Lorsqu'on regardait les complications post-extubation, le critère secondaire principal, la désaturation de moins de 96%. Vous avez en bleu l'extubation en SSPI, en gris l'extubation au bloc opératoire. On avait 36% de désaturation en SSPI et seulement 21% dans la salle de bloc. Donc là, je pense que le débat est quasiment plié. Et en plus, on retrouvait aussi sur les complications hémodynamiques un effet, puisqu'il y avait 3% d'hypotension lorsqu'on était extubé en SSPI et seulement 0,6% en salle de bloc opératoire. Sur les autres complications à plus long terme, il n'y avait pas de différence significative, mis à part sur l'oxygénation à J1. Là aussi, on avait l'impression que les patients extubés en SSPI avaient besoin de plus d'oxygène à J1, on voit 25% contre 11% pour ceux extubés en salle d'opération. Pour conclure, l'extubation en salle d'opération, on a une continuité des soins, les mêmes opérateurs qui suivent le patient, une sécurité avec un matériel dédié, une salle dédiée. On suit bien la décurarisation de notre patient, on n'interrompt pas la ventilation en pression positive, un opérateur par patient et surtout ça évite ensuite de surcharger la SSPI comme sur cette photo, on voit que tout le monde est agité parce qu'il y a clairement trop de patients pour trop peu d'opérateurs.
Lorsqu'on extube en SSPI, on augmente le temps d'anesthésie du patient, et ça on sait que c'est pas bon du tout. Le patient sort moins vite du bloc opératoire, il y a une dispersion des tâches, et donc un risque d'erreur qui est bien augmenté. Et on a montré là récemment, c'est pas encore publié, c'est bientôt soumis, qu'il y a plus de complications respiratoires et hémodynamiques lorsqu'on extube en SSPI au bloc. Donc moi, si j'étais endormie, je préférerais être extubée dans une salle de bloc opératoire. Merci beaucoup. Merci Audrey. Alors Olivier, le coup est rude, rude est le coup. Néanmoins, j'imagine que tu as des contre-arguments à tout ça, et donc on va te laisser présenter le point de vue inverse, et puis on discute ensuite. Parfait. Alors, je remercie l'organisation du ISFAR 2024 de m'avoir sollicité pour ce sujet extrêmement intéressant, épineux. Audrey, vous adressez un tableau parfait du bloc opératoire. On va voir si c'est vraiment la réalité sur le terrain. Et je vais défendre donc le point de vue de l'extubation en salle de réveil. Alors, effectivement, pour tout anesthésiste qui se respecte, l'extubation sur table, c'est finalement un petit peu le totem de l'anesthésie bien menée. Quand on évoque ça avec des collègues, effectivement, ça veut dire que l'anesthésiste est en salle, que l'anesthésiste est modèle, performant, qui connaît bien sa pharmacocinétique, qui fait les bons dosages, il respecte bien l'homéostasie du patient, il décurarise bien son patient. Et donc, c'est vraiment l'extubation sur table perçue, en tout cas dans la communauté anesthésique, comme l'accomplissement finalement d'une anesthésie bien menée. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que finalement l'extubation sur table ne cacherait pas d'autres choses? Est-ce que finalement notre patient, quand on le retrouve en salle de réveil, est dans de bonnes conditions en salle de réveil après son extubation en salle d'opération? Est-ce que finalement, est-ce que ce ne serait pas un totem maudit? Et on va voir ça ensemble. Alors déjà, comme vous l'a spécifié Audrey, il y a effectivement des recommandations qui ont été récemment mises à jour par l'ASFAR, donc publiées en 2017, qui nous expliquent les prérequis finalement pour l'extubation. Et on voit qu'on a des critères bien spécifiques. Il faut que notre patient soit décurarisé, ça tout le monde le sait, tout le monde dit le respecter, hein, un TOF quantitatif supérieur à 90%. Il faut qu'on ait donc une respiration régulière et des échanges gazeux satisfaisants, un patient qui respire bien en ventilation spontanée, des conditions hémodynamiques stables, un patient éveillé où on peut décider d'avoir éventuellement des patients un petit peu plus endormis sous certaines conditions. Et puis l'absence de risque vital immédiat lié à la chirurgie. Mais en revanche, effectivement, on ne nous dit pas où extuber ce patient. Est-ce qu'on l'extube en salle de réveil? Est-ce qu'on l'extube en salle d'opération? Ça, on n'a pas de recommandation. Alors moi, je vais envie de poser la question, est-ce que d'abord c'est autorisé quand même d'extuber en salle de réveil? L'ASFAR a statué 2 fois sur le sujet en répondant via son comité de vie professionnelle. Une fois en 2006, puis la réponse a été rappelée en 2015. On peut extuber en salle de réveil avec des infirmiers. On n'a pas forcément besoin que ce soit des infirmiers anesthésistes diplômés d'État, on n'a pas besoin forcément d'IAD, mais il faut qu'on ait des infirmiers en SSPI qui peuvent extuber seuls dans le cadre d'une pratique encadrée, c'est-à-dire sous la responsabilité d'un anesthésiste, avec évidemment un anesthésiste immédiatement disponible en cas de problème à l'extubation. Donc oui, c'est faisable et c'est autorisé d'extuber en salle de réveil. Mais maintenant, revenons à notre patient. On a vu qu'il fallait plusieurs critères pour extuber notre patient convenablement. Alors je vous rappelle qu'évidemment, pour extuber notre malade, il faut qu'il soit décurarisé. Et ça, c'est bien spécifié dans les recommandations de l'ASFAR sur la curarisation et la décurarisation en anesthésie. On a besoin que notre patient, notamment lors d'une décurarisation, et j'insiste sur ce point, lors d'une décurarisation à la néostigmine, il faut que notre TOF soit supérieur à 90% pour pouvoir extuber notre malade. Ce qui est intéressant également dans cette recommandation, c'est l'argumentaire qui nous dit attention, quand même, ce délai pour l'extubation après avoir fait une décurarisation à la néostigmine, il peut s'étendre de 10 à 30 minutes, ce qui est quand même relativement long. Pour une extubation tout de suite en salle d'intervention, il faut quand même attendre relativement longtemps pour avoir cette extubation. Alors, est-ce qu'on gère bien, parce que j'ai l'impression que chez Audrey, tout le monde gère bien l'anesthésie, tout le monde travaille bien dans les recommandations des règles, et c'est très bien, mais est-ce que c'est la réalité des choses? Bien, je ne vous cache pas qu'effectivement, au niveau de la curarisation, on a beaucoup de choses à améliorer. Vous savez tous
qu'on a un taux de curarisation résiduelle en salle de réveil qui peut atteindre des scores relativement, des taux relativement importants. Dans cette étude espagnole, multicentrique, observationnelle, prospective, qui a été menée dans 26 établissements espagnols, on a mesuré le TOF à l'entrée de la SSPI après extubation. 763 patients, une étude sur 3 jours, et on découvre quoi? 27% de curarisation résiduelle. Est-ce que ça, c'est bien travaillé? Bon, on a des recommandations. Est-ce qu'elles sont suivies? Pas forcément. Donc ça, c'est l'extubation en salle. On extube en salle, derrière quasiment 30% de curarisation résiduelle, ça veut dire un TOF inférieur à 90%. Avec, bien sûr, on n'est pas étonné, du coup, la survenue de plus d'événements respiratoires chez les patients qui ont une curarisation, qui présentent une curarisation résiduelle, et un risque de réintubation qui est augmenté. Alors ok, c'est les Espagnols, peut-être que c'est les pays latins, on respecte un petit peu moins, comme chez nous, les règles, mais au Canada, c'est pareil. Avec cette étude, l'étude Recite, publiée en 2015, on est dans 8 hôpitaux canadiens, une étude prospective observationnelle, 300 patients environ, et pareil, on monitore la curarisation à la sortie de la salle d'intervention en SSPI. Eh bien, pareil, les chiffres sont accablants. On a 56% de curarisation résiduelle en SSPI, mais là où c'est encore plus troublant, c'est que les gens ont extubé avec 63% des patients qui étaient encore curarisés et qui avaient une curarisation résiduelle. Alors, est-ce qu'on est des bons élèves? Est-ce qu'on respecte bien les règles? Probablement pas. Et donc, est-ce qu'on ne serait pas mieux, finalement, à emmener nos patients au réveil, intubés, ventilés, curarisés, peut-être en fin d'anesthésie, et faire une décurarisation bien conventionnelle en attendant le temps qu'il faut avec notre décurarisation à la néostigmine pour extuber nos malades. Alors, ça c'est la curarisation. Deuxième point, on nous parle que il faut que le patient soit au niveau respiratoire convenablement géré. Alors il y a quand même pas mal de situations en anesthésie où on n'a pas forcément envie d'un sevrage respiratoire rapide. Là, on est un petit peu en salle d'intervention, on a notre patient intubé, on décurarise, on vérifie que tout va bien et on enlève le tube. Il y a quand même pas mal de situations où ce n'est pas forcément le cas, notamment chez les patients BPCO, insuffisant cardiaque, quand on a un SAS appareillé un petit peu sévère, quand on est dans le cadre de l'obésité un peu sévère, et puis quand on est dans le cadre d'une intubation difficile, on ne va pas forcément avoir envie d'extuber tout de suite notre patient en salle d'intervention, et peut-être prendre un petit peu plus son temps avec de la VNI, avec de la CPAP, dans le cadre de l'intubation difficile avec un guide échangeur creux. Il y a des situations pour lesquelles on a peut-être envie de prendre un petit peu plus son temps en salle de réveil. Alors, j'ai envie de prendre un exemple, et bien sûr, on va prendre celui de l'obésité, puisque je suis avec Audrey. Audrey, elle a publié en 2020 ses recommandations, enfin c'est un article de review, sur comment on gère un patient obèse en anesthésie. Et elle dit bien dans son article que pour l'extubation, on doit être en position demi-assise, en évitant toute position allongée pour extuber son malade dans de bonnes conditions chez l'obèse. Alors c'est vrai que on peut le faire moyennant un petit peu de moyens au bloc opératoire, mais c'est quand même un petit peu plus facile en salle de réveil. Quand on est déjà dans le brancard, dans le lit, on met son patient en position demi-assise et on l'extube dans la bonne position. Pareil, on trouve également dans cet article comment on va gérer l'oxygénation, la ventilation post-opératoire de ces patients obèses. Et là, on voit que si possible, on va essayer d'utiliser de la VNI ou de la CPAP, surtout quand le patient présente un antécédent de SAS appareillé. Ça montre une amélioration de la fonction ventilatoire, ce n'est pas moi qui le dis. Et la VNI prophylactique réduit le reste de détresse respiratoire et la durée de séjour. Donc on a très envie quand même de proposer à ces patients une VNI prophylactique pour que ça se passe bien en post-opératoire, éviter des désaturations, des atelectasies. Et ça, évidemment, on va avoir plus de facilité à le faire directement en salle de réveil. On ne va pas avoir de VNI pendant le transport. Ça va quand même être un petit peu compliqué. Alors, autre problème, la gestion de la température. Je vous prends un exemple. On est sur une chirurgie, par exemple, aortique, un pontage aorto-bifémoral par voie ouverte. L'intervention dure 5 à 6 heures. On ouvre l'abdomen, beaucoup de déperdition de chaleur par l'abdomen. Est-ce qu'on va réussir à ramener notre patient dans de bonnes conditions de température en salle de réveil, en l'extubant immédiatement en salle de réveil? Alors, il y a des papiers sur la prévalence, sur l'incidence
de l'hypothermie en salle de réveil, on voit que 24% des patients arrivent en hypothermie en salle de réveil. On sait pourtant que l'hypothermie, c'est un problème. Ça augmente le risque infectieux, ça augmente le risque de saignement et le recours à la transfusion, ça augmente aussi le risque cardiaque, en particulier chez le patient coronarien, un patient qui va frissonner, va dépenser beaucoup d'énergie et éventuellement avoir un surrisque cardiaque. Et puis, c'est très inconfortable pour le malade. Se réveiller à 34 degrés 5 ou 35, on frissonne, on n'est pas franchement confortable en SSPI. Alors bien sûr, vous allez me dire, d'accord, la gestion de la température, c'est bien beau, mais sur quoi nous, on va pouvoir jouer en extubant finalement en salle de réveil? Et bien sûr, 2 points. Les 2 premiers, je vous l'accorde, là, si le patient est froid, le surrisque infectieux et le risque de saignement, ça se passe au bloc opératoire, on ne va pas pouvoir jouer là-dessus. Par contre, sur l'augmentation du risque cardiaque et de l'inconfort du patient, tant qu'on n'a pas réveillé le malade, on n'a pas ces effets délétères de l'hypothermie chez ce malade. Donc, ramener un patient hypotherme en salle de réveil, le réchauffer, prendre le temps de l'extuber dans de bonnes conditions pour limiter ces risques, effectivement, c'est peut-être des choses qu'il faut envisager, notamment sur des chirurgies un petit peu lourdes. Alors, je ne veux pas être mauvaise langue, et effectivement, il y a une étude qui est sortie qui s'appelle l'étude PROTECT, qui remet un petit peu en cause cette augmentation du risque cardiaque sur l'hypothermie, mais c'est des hypothermies qui sont relativement modérées. Voilà. Alors, on peut aussi parler, on a parlé de la gestion des conditions d'extubation du patient, mais on peut aussi parler effectivement du transport. Et là, je vous pose une question, il n'y a pas forcément de littérature bien étayée sur le sujet, mais est-ce que vous préférez transporter un patient intubé, ventilé, calme, éventuellement sédaté vers la SSPI en prenant cet ascenseur de l'enfer, ou alors avoir un patient qui a été fraîchement extubé, encore un peu endormi, voire même curarisé, on l'a vu précédemment, dans les études on n'est pas forcément des bons élèves sur la curarisation résiduelle. Moi, personnellement, parfois je fais le choix de rester bien intubé, ventilé, un petit peu sédaté pour avoir un transport calme. Est-ce qu'on dit souvent également qu'en salle d'opération, on est dans de meilleures conditions pour extuber notre malade. Effectivement, il y a un anesthésiste, un IAD, voire d'autres personnels qui peuvent nous aider en cas de difficulté. Mais est-ce qu'on est vraiment dans de bonnes conditions en salle d'opération? Et là, on touche un petit peu les facteurs humains. La réalité du bloc, elle est parfois un petit peu différente. On a parfois ce type de situation avec un chirurgien qui est en train de fermer. Je suis en train de fermer là, il est en train de pousser. Donc nous, on se dit, bon, on a envie de bien faire. Oui, c'est bon, je repousse un petit peu un petit quelque chose. Bon, on met un peu de propofol. Non, j'arrive pas à fermer là. Le patient, il respire, ça bouge, il est trop tendu, tu me le détends. Ok, donc là, on se dit, bon, ok, je vais faire une petite pichenette quand même de curarisation. Et puis 3 secondes plus tard, bien sûr, le chirurgien vous dit, bon, ça y est, c'est fini. Le suivant, il est là. Et puis vous dites, ah mince, j'espère que j'ai bien mené l'anesthésie. Heureusement, j'ai quand même 4 réponses au TOF. On va antagoniser, on va attendre quelques minutes, puis le chirurgien va encore nous mettre un peu la pression. Bon, c'est long ce réveil là, on va encore perdre du temps, je vais annuler mon dernier malade du programme. Bon, ça y est, hop, je l'extube, j'ai fait la décurarisation, je l'extube, on va un petit peu vite. C'est ça la réalité du bloc opératoire. C'est pas forcément le cadre des études bien menées. Évidemment, l'étude elle est très 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 intéressante, mais c'est vrai que la réalité elle est parfois un petit peu différente. Autre point que je vois sur l'extubation en salle de réveil, c'est le fait qu'il y a un vrai intérêt pour la formation des infirmières. Récemment, il y a eu une formation organisée par l'ASFAR pour les infirmiers de salle de réveil. C'était en décembre 2023. Nos infirmières de salle de réveil ont participé à cette formation. Le retour qu'elles nous ont fait était un petit peu, moi en tout cas m'a intrigué. Elles nous ont dit que certains collègues leur avaient dit qu'elles ne voyaient jamais de patients intubés. Intubés, j'en vois jamais. En fait, mes collègues ne sortent jamais de patients intubés ventilés en salle de réveil. Et moi, j'y vois un problème. On est quand même en salle de réveil. On est à un endroit où on est sur du soin critique. On peut être amené à réintuber en catastrophe, à avoir des situations d'urgence. Si les infirmiers et infirmières ne sont pas habitués à extuber, on peut avoir, à mon sens, des problèmes. J'y vois également une vertu intéressante, c'est que quand on a des protocoles, des infirmiers formés et des protocoles d'extubation bien menés, ça amène aussi d'autres prises en charge, d'autres protocoles qui vont en découler et qui sont extrêmement intéressants. Des protocoles de décurarisation, des protocoles de sédation, des protocoles de ventilation, des tests de respirateurs. Quand on sait extuber avec un tube, on sait aussi enlever un masque laryngé. Et donc, j'y vois énormément d'aspects positifs.
Alors, on ne peut pas se quitter sans parler quand même des aspects médico-économiques concernant l'extubation. Est-ce qu'on prend le temps d'extuber en salle ou on extube en salle de réveil? Ben, moi, je voulais essayer de retrouver combien ça coûte en fait une minute de bloc opératoire. Et donc, je l'ai trouvé dans cette étude du JAMA en 2018. On est aux États-Unis, alors peut-être c'est un petit peu plus cher que chez nous. C'est une étude qui a été menée sur 300 établissements californiens. Ils ont donc pris l'ensemble des coûts d'un bloc opératoire entre 2005 et 2014. Et sur l'année 2014, une minute de bloc opératoire, ça vaut 37 $ dans un seul bloc opératoire. C'est quand même des dépenses extrêmement importantes. Donc un quart d'heure, voilà, je ne vous fais pas le calcul, mais on est parfois sur du 500, 600 euros ou dollars, donc c'est peut-être un petit peu moins chez nous. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que dans des structures où le turnover est assez important, où il y a beaucoup de patients au bloc opératoire, si on perd 3 ou 4 fois 15 à 20 minutes à extuber notre malade, à attendre une décurarisation complète, eh bien, à la fin de la journée, moi je le vis régulièrement, on annule une intervention. Et ça, d'un point de vue médico-économique et même en termes de santé publique, ça pose éventuellement problème. Pour ouvrir ou achever ce débat, j'ai envie de dire, le plus simple dans toute cette histoire, c'est peut-être encore de ne pas intuber le malade et d'utiliser éventuellement des techniques d'anesthésie loco-régionale performantes, de privilégier peut-être l'arrachianesthésie dans certaines conditions, de faire de la chirurgie éveillée quand c'est possible, avec peut-être juste des sédations performantes. Mais en tout cas, il y a plein de situations dans lesquelles en fait, on n'a vraiment pas besoin d'intuber. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier. Bon, alors on voit bien que tu as essayé d'esquiver la discussion sur la dernière diapo en disant et finalement s'il n'est pas intubé, néanmoins, il y a un certain nombre de situations où on ne pourra toujours pas s'en priver. Bien sûr. Alors il nous reste quelques instants pour discuter. Moi quand j'écoute vos deux topos, finalement avec la bonne dose de mauvaise foi des deux côtés, mais ça c'est le jeu de l'exercice du débat, on a l'impression que dans les deux situations, vous décidez de façon peut-être un peu caricaturale d'extuber en salle ou d'extuber en salle de réveil pour pallier à des défauts de prise en charge. Dans un cas en salle de réveil avec une infirmière débordée, 5 malades qui sortent en même temps, qui est sollicitée, qui n'a pas pris sa pause déjeuner, et de l'autre côté, avec finalement un anesthésiste qui n'anticipe pas son intervention, qui ne connaît pas ses temps opératoires, qui ne discute pas avec son chirurgien, voire qui n'est pas là, et que dans ce cas-là, c'est peut-être mieux en salle. Est-ce que finalement, une façon déjà de réconcilier vos deux points de vue n'est pas de se dire que l'extubation, et ça tu nous as bien précisé, l'incidence de complications qu'il pouvait y avoir, ne doit se concevoir que comme la suite du parcours, que si on prend une métaphore aéronautique, l'avion n'est pas encore posé, et que peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'on a deux options, qu'elle ne s'applique peut-être pas de la même façon à toutes nos structures, voire dans une structure à tous nos patients, et que ce qui compte in fine, c'est de s'adapter à la situation de l'instant T du patient X qu'on a fait en face de soi pour le mettre dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que le jour où Sandra a un peu moins de monde en salle de réveil, où le patient est peut-être un petit peu moins obèse ou un petit peu moins ou que l'infirmière est un peu moins sollicitée, t'envisagerais, si dans le même temps la curarisation, on voit que ça va prendre encore 10 ou 15 minutes et non pas les 7 minutes d'extubloca en moyenne, de l'extuber en salle de réveil, et puis je te poserai la question inverse. Oui, je suis complètement d'accord. Extubloca, c'est une étude observationnelle, donc on regardait la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs ajustements. On n'extubait pas les mêmes patients en salle de bloc et en SSPI. Donc c'est déjà ce qu'on fait en pratique, y compris à Montpellier. Il y a des patients, par exemple, effectivement, les patients qui ont une obésité morbide, qui ont leur appareillage CPAP en SSPI, qu'on veut vraiment extuber demi-assis, et surtout on ne veut pas qu'il y ait d'agitation avec un risque de tomber de la table de bloc opératoire. Voilà, ceux-là on va les extuber en SSPI. Tout le patient qui est froid, bon, ça ne doit pas arriver, mais des fois ça arrive, on a 35,2, 35,3, on va attendre aussi. Le patient, on ne sait pas s'il va être compliqué ou pas chirurgicalement. Le chirurgien nous dit, je ne suis pas très sûr, le drain est un peu sanguinolent. Bon, celui-là peut-être aussi, on va l'amener en SSPI, se laisser 10-15 minutes de plus pour l'extuber. Et aussi, il y a les conditions de remplissage de la SSPI, d'occupation aussi de la salle de bloc, des différents types d'interventions. Nous, on fait beaucoup de digestives. Sur une intervention d'œsophage, ça va durer 8 heures. Donc, parfois, le turnover entre salle d'intervention, c'est moins important aussi. On n'est plus à 7 minutes près. Donc, effectivement, ça dépend de beaucoup de choses et je pense qu'il n'y a pas une réponse tranchée. Ça dépend du patient et des conditions. Donc, ça nous introduit un cadre général et des exceptions.
tu rappelles finalement des bonnes pratiques, et ça je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on n'extube pas un malade à 34, et que si donc il va falloir 1 heure pour le réchauffer, on ne va pas emboliser la salle de bloc opératoire. À l'inverse, si on est un tout petit peu de mauvaise foi que dans ton topo, on n'emmène pas un malade, ou on n'extube pas un malade, que ce soit en salle d'intervention ou bloc opératoire encore curarisé. Alors l'étude espagnole, l'étude canadienne sont peut-être un petit peu inquiétantes. Elles sont aussi de 2015 et 2016. On peut espérer qu'après les recommandations que vous avez tous les deux rappelées, à la fois sur la curarisation et les conditions d'extubation, on ait progressé. Ça vaudrait peut-être cool de le refaire. Peut-être qu'Extubloca répond en partie à ça. Et donc, de l'autre point de vue, on peut aussi se dire que si on fait bien son travail au bloc opératoire, qu'on est présent, qu'on n'est pas débordé, etc., on extube là. Et que pour les contingences qu'on vient d'évoquer, et on est d'accord, à l'inverse, on pourrait aller en SSPI. Et j'imagine que c'est aussi quand même quelque part ta pratique au quotidien. Bien sûr, évidemment. Là, on est dans le cadre d'un procon, on force un petit peu le trait volontairement. On extube, moi j'aurais tendance à dire, ça dépend effectivement donc des aspects organisationnels, comme tu l'as dit, et surtout du patient qu'on a en face de soi. On n'a pas le temps forcément de l'évoquer, mais effectivement des patients ASA3 avec une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, BPCO au plus haut grade, etc. On va prendre le temps de les extuber. A contrario, des patients ASA 1-2 dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, on va tout faire pour les extuber au bloc opératoire dans de bonnes conditions, réchauffer, décurariser, avec une bonne ventilation, etc. Non, évidemment, il y a un juste milieu à trouver dans ces pratiques, c'est sûr. Alors, je vous pose la question pour voir si vous êtes d'accord avec un point de vue que moi j'essaie de défendre au quotidien, qui est que par contre, on ne s'interdit rien. Et que ce n'est pas parce qu'on fait une DPC, un œsophage, un briquaire qui dure 6 à 8 heures qu'on doit systématiquement envisager, si notre patient n'a pas toutes les comorbidités que vous venez d'évoquer, ou qu'il n'est pas à 34 et qu'on a bien fait les choses, qu'il est décurarisé au moment où le chirurgien met le dernier point, etc., ben lui, on a le droit aussi de l'extuber sur table. On a le droit de l'extuber sur table, mais je ne suis pas sûr qu'on apporte grand-chose, honnêtement. Est-ce qu'une demi-heure de différence, voire même 1 heure, quand on sait par exemple qu'en chirurgie cardiaque, l'extubation sur table versus l'extubation jusqu'à 6 heures après l'opération ne change rien au devenir du malade, ça c'est la littérature en chirurgie cardiaque, est-ce que vraiment on apporte un bénéfice à extuber immédiatement sur table ou en salle de réveil? Je ne sais pas. Je mettrai un bémol. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut le faire. Si on a les conditions requises, pourquoi attendre? C'est vrai, pourquoi attendre? En termes organisationnels, en termes de charge de soins, bien sûr qu'il faut le faire. Mais est-ce qu'en bénéfice clinique pour le patient, je mettrai un petit bémol parce que la littérature, elle n'est pas forcément... On va poser la question à Audrey. Est-ce que c'est 30 minutes de plus, alors qu'on vient déjà d'en faire 6 heures? Est-ce que ça compte? Je ne dirais pas les 30 minutes de plus, je dirais plus le fait de débrancher le patient pour l'extuber. C'est quand même des patients au risque de complications respiratoires. Donc, si on peut leur éviter un débranchement, parce qu'après, ils ne vont pas être reventilés assez longtemps en SSPI pour lever les éventuelles atélectasies. Ça dépend du matériel aussi dont on dispose en SSPI. Est-ce qu'on a des respirateurs performants? Est-ce qu'on a des bons réglages? Et là, on le soulignait en discutant avant. Effectivement, il faut que le personnel soit extrêmement bien formé. Il faut que l'anesthésiste, quand on arrive en salle de réveil avec un patient intubé ventilé, vérifie les paramètres de ventilation. Il ne fait pas juste les transmissions et puis hop, on s'en va. Non, il faut évidemment ajuster son respirateur au mieux, quoi. Ouais. Donc en conclusion, on arrive au bout du temps de ce débat. J'ai l'impression qu'on a trouvé une position quand même commune, qui est de dire que quelque part, en fonction de vos structures, de vos malades, peu importe le lieu, du moment qu'on assure aux patients, on va dire, si on reprend la métaphore aéronautique, un atterrissage de qualité, puisque c'est une situation à risque, voire même peut-être plus que le décollage, et qu'il faut que tout ce qu'on a entrepris en pré, puis péropératoire, sur la péri, la pop ventilation, sur la gestion de l'hémodynamique, sur le réglage des machines, sur les doses adaptées de sédation, l'éviter la sursédation, les bis qui descendent trop bas, etc., soit poursuivi sur cette phase-là. Si elle peut être en salle, qu'on est dans une structure et avec une intervention où de toute façon ça n'impactera pas le nombre de malades qu'on peut faire dans la journée, on va dire que ça devient l'objectif numéro 1. Si on est sur des patients un petit peu particuliers ou des chirurgies à turnover rapide et que notre transport vers la salle de réveil, le personnel en salle de réveil et le matériel en salle de réveil nous permettent dans des critères de qualité équivalentes à la salle de bloc opératoire, à ce moment-là, pourquoi pas le faire en salle de réveil, mais qu'il faut bien évidemment faire ces précautions-là, ne pas être dogmatique. Et quand même, je dirais pour finir, rappeler à tous les gens qui nous regardent, et Extubloca peut probablement se projeter à beaucoup de structures, 7 minutes. Est-ce que vraiment, et répondez ça aux chirurgiens, ça va changer votre journée? Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis, et puis j'espère que ça vous donnera un certain nombre de recettes pratiques et théoriques d'ailleurs,
pour pouvoir un petit peu maintenant réfléchir et modifier vos pratiques dans vos blocs opératoires.